Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle épisode de votre émission Horizon Intellectuel. Cette émission qui est un espace ouvert pour l'échange des idées ainsi que les débats avec des personnalités des deux mondes académiques et professionnels. Nous continuons la série des débats et aujourd'hui le thème de notre débat sera sur la question de l'islamisme, le radicalisme et le terrorisme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi M. Mohamed Azhar Itraoui. Monsieur Mohamed Azhar Itraoui, bonjour. Bonjour. Donc déjà, est-ce que je peux vous demander de faire une petite présentation, M. Azhar Itraoui? D'accord, oui, comme vous venez de le signaler, M. Anas, je m'appelle Mohamed Azhar Itraoui, je suis conseiller musulman auprès des EPPJ. Qu'est-ce qu'on entend par EPPJ? C'est une abréviation des institutions publiques de protection de la jeunesse. Nous dépendons de la direction de l'aide à la jeunesse de la communauté française, ancienne appellation, donc Fédération Wallonie-Bruxelles, nouvelle appellation. Voilà. Je travaille dans deux institutions, de Braine-le-Château, centre fermé, et de Haute-Ybraine, centre ouvert. Il y a 5 institutions des EPPJ en Wallonie. Une pour les filles à Saint-Servais, les 2 dont je travaille, il y a une autre à Jumet, et une autre à Liège. Donc il y en a 5. D'accord. Donc M. Azhar Itraoui, déjà l'émission Horizon Intellectuel, il y a 2 épisodes de cette émission, ça c'est la 3e épisode. Et dans les 2 épisodes précédents, nous avons discuté la question ou abordé le thème du prêche ou du sermon de vendredi dans le contexte socio-culturel européen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a créé, comme on dit, une polémique dans le contexte européen. Cette question qui est devenue, ou c'est un sujet qui est devenu fétiche, que ce soit pour les médias, pour les politiciens, même pour la société civile. Là, je veux parler de la question de l'islamisme, le radicalisme et le terrorisme. Et j'aimerais qu'on débatte tous ces thèmes, même si ça nécessite vraiment un doctorat pour le faire, d'une approche socio-politico-religieuse. La première question que j'aimerais débattre avec vous, c'est la question de repenser la nature du discours radical. Et par là, je veux dire la possibilité ou l'impossibilité d'établir un certain parallélisme ou un certain degré de proportionnalité entre le discours radical religieux, et là, je dis un islam radicalisé et non pas un islam radical, et le discours radical politique. Donc, dans quelle mesure vous pouvez établir un certain parallélisme entre ces 2 discours? D'accord, comme vous venez de l'annoncer, M. Anas, cette thématique nécessitait bien une thèse de doctorat. Justement. Comme vous venez de la présenter. C'est vrai, monsieur le citoyen lambda se perd dans ces mots qui commencent à être utilisés dernièrement dans les médias. L'islamisme radical, le radicalisme, le fondamentalisme, le djihadisme, etc. C'est vrai, cette thématique nécessite une certaine spécialité. Et par conséquent, on a un choc de définition. Exactement. En ce que me concerne, en ce que le champ de mon intervention auprès des jeunes mineurs délinquants, avant on connaissait une certaine délinquance allant du vol à la tire jusqu'au meurtre. Maintenant cette délinquance commence à revêtir un autre habit, celui de la radicalisation religieuse. Mais comme vous l'avez bien spécifié, nous sommes confrontés à la fois à ce radicalisme religieux et quelquefois aussi à ce radicalisme politique d'autres personnes qui essaient de surfer
sur ce problème, sur ces maux sociétaux, ou donc ce mal sociétal que nous vivons pour le moment, pour essayer de s'enraciner aussi dans un autre discours radical politique. Ce sont deux domaines différents. Bien sûr, comme vous l'avez nommé, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus ici dans ce débat, de ma part, c'est ce radicalisme dont sont victimes ces jeunes-là. Et même, est-ce qu'ils sont radicalisés religieusement? Ça, je ne le pense pas, parce qu'ils ne sont pas religieux à la base, parce que ce sont des désœuvrés, des mineurs qui vivent des problèmes sociaux dans leur commune. Ils sont loin du domaine religieux. Mais malheureusement, par le fait des choses, on commence à dire, sans dire radicaux religieux, mais quand on va évaluer leur situation, ils n'ont rien de religieux. Ce sont des désemparés, c'est leur façon de crier leur haine à la société, parce qu'ils sont marginalisés économiquement, marginalisés au niveau de l'instruction, marginalisés au niveau de l'habitat, marginalisés aussi du champ du travail, mais il y a une haine. D'autres personnes ont saisi cette opportunité, cette occasion, et se sont basées sur ces éléments affaiblis pour essayer de les utiliser contre leur société. Je crois que le problème réside ici. Monsieur Zaïdraoui, pour quelques personnes, ce que vous êtes en train de dire, c'est une sorte de discours de victimisation. Ça veut dire ces jeunes cherchent à se victimiser afin de justifier leur acte. Pour quelques personnes, je dis bien sûr. Pour nous, on veut savoir dans quelle mesure ou comment la cadence accélérée d'un discours radical politique peut mener à une cadence aussi accélérée à l'émergence d'une cadence accélérée du discours islamiste radical. La radicalisation pousse à l'extrême. On peut aussi dire un discours extrémiste à l'extrême. Mais quand on pousse à l'extrême, on commence à avoir une faille entre l'autre. Si on essaie de mettre l'autre au-delà de la barrière, on essaie d'être vraiment radicaux, ça nous pousse au rejet. Et ce rejet va être mutuel. Si on met quelqu'un d'autre, on se base sur l'immigration par exemple, on va mettre tous les mots sur l'immigration, tout le mal qu'on est vivant vient de là. Bien sûr, ceux qui se trouvent dans cette enveloppe de l'immigration vont être radicaux en quelque sorte à l'égard de ce discours politique. Ils vont se mettre aussi en garde. Donc il y a un certain parallélisme, il y a une proportionnalité. Si le discours politique devient de plus en plus radical, exactement, il y aura, comment on dit, un autre discours qui va en parallèle à un discours islamiste radical. Exactement, mais il faut dire que l'islam est une leçon de tout ce qui se trame autour de lui et en son nom. Pour moi, l'islam est compatible avec toute société. Le vrai islam, de vivre ensemble, l'islam du juste milieu. Mais comme on utilise quelquefois des idées politiques à ces fins extrêmes, on peut utiliser des slogans ou bien des principes religieux à des fins extrêmes. Ceux qui l'utilisent, pour moi, en tant que musulman qui a baigné son enfance dans un pays musulman tel que le Maroc, un pays malékite qui vise le juste milieu, mais je ne me trouve pas dans ce discours islamique radical, parce que j'ai baigné dans le bon vivre ensemble, soit au niveau religieux, nous avons vécu avec une communauté juive, chrétienne et autres, dans le respect de l'autre. Et nous essayons de transmettre ces visions dans le pays d'accueil. En Belgique, quand nous sommes venus habiter ici, nous sommes devenus des citoyens belges à part entière, et nous aimons cet espace de bon vivre ensemble. Alors ce discours, moi je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu, c'est maintenant que je le vois, et quand j'essaie de creuser en tant que professionnel dans ce milieu, je trouve qu'il y a d'autres finalités politiques venant d'ailleurs, qui essaient de s'imposer, essaient d'orienter notre jeunesse vers un autre discours, soi-disant religieux, qui n'a rien à voir de religieux, mais c'est un discours qui est extrême, venu de nulle part, simplement pour imposer une autre idée politique. Donc est-ce que ce discours a pris la forme d'une réaction suite à un certain changement dans la politique internationale, ou il existait avant ?
Le débat religieux, il a toujours existé. Hein. Il a toujours existé depuis l'aube des temps. Qu'ils soient au niveau de l'islam, qu'ils soient au niveau du christianisme, du judaïsme ou d'autres options philosophiques. Il y a toujours un débat d'idées. On sait que la période qui a connu l'apogée de l'histoire des Arabo-musulmans en Andalousie, il y avait un débat politique au niveau des idées, mais sans pour autant d'aller à cet extrême que nous connaissons maintenant. Maintenant, depuis qu'il y a des éléments qui ont mis en place ce discours extrême, c'est vrai, il y a un mal quelque part. Il y a les guerres au Moyen-Orient. Il y a l'intervention, par exemple, des États-Unis dans des conflits. Il y a le problème palestinien. Il y avait auparavant le problème de Tchétchénie ou bien d'Afghanistan. Il y avait ces problèmes qui ont fait naître cet extrême. Voilà, donc ce discours est le fruit de plusieurs événements, ou l'enchaînement de plusieurs événements qui visaient notamment les endroits où il y a plus de musulmans. Exactement. Il y a des enclaves qui ont flambé à un certain moment, qui nous ont fait vivre malheureusement ce dérapage. Et ça continue. Donc vous êtes pour on va dire, l'hypothèse ou la théorie qui dit que le discours radical politique mène aussi à un discours radical islamiste. Ça peut mener à ça, ou ça peut le favoriser. Ça peut favoriser. C'est vrai, quand on se permet d'être radical avec l'autre, il faut s'attendre à notre interlocuteur qu'il va l'être à son tour. Il faut s'attendre à ce qu'il va être aussi radical à l'égard de notre discours quand on est radical avec lui. Donc la réaction n'est pas démesurée, mais c'est une réaction qui est instinctive, qui est normale. Ça peut venir, oui. Il peut revêtir ce caractère-là. D'accord. Et Monsieur Zaïtraoui, comment évaluez-vous la dangerosité du discours d'un islam radicalisé? Parce que là, on va revenir sur cette expression. Vous avez dit islam radicalisé et non pas un islam radical. Donc, pourquoi vous avez fait cette différence? Oui, écoutez, si je reviens à votre question, comment je peux l'évaluer? Il faut avoir des éléments pour nous permettre d'évaluer. Le radicalisme, sur n'importe quelle forme, ne peut qu'être néfaste pour une société démocratique. L'islam radical vers lequel d'autres personnes veulent nous emmener, ça ne peut être que néfaste pour notre société. Nous qui souhaitons vivre en paix avec d'autres pensées philosophiques, avec d'autres religions, on n'a pas de problème de vivre avec des personnes qui croient, des personnes qui ne croient pas. Dieu merci, notre livre sacré qui est le Coran regorge de versets coraniques, d'enseignements et de bon vivre ensemble. Quand on consulte notre Coran, et parler avec les gens du livre de la meilleure des façons. Même pour les mécréants, vous avez votre religion et j'ai la mienne. La ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Il y a cette facilité, cette liberté de penser. Alors qu'avec un discours radical, soit que tu penses comme ce groupe-là, soit que tu es taxé de mécréant, et ils peuvent décréter ta mort. Ils ont le droit de vie et de mort. Donc, moi, je ne me vois pas dans ce discours-là. C'est normal qu'il sème la haine, ce discours extrême. C'est normal qu'il va créer la zizanie entre la population et les gens. Ils se perdent. Est-ce le vrai discours de l'islam? Ou bien c'est un groupuscule, normalement, qui a essayé de tisser notre vision propre à lui. En voyant le système européen, politique européen, il y a bien sûr au sein du Parlement européen des partis qu'on appelle les eurosceptiques, voilà, les eurosceptiques, ou aussi l'extrême droite, parti de l'extrême droite, de plusieurs États membres. Est-ce que vous pensez que l'extrême droite investit dans cette question de l'extrémisme religieux? Mais comme l'on l'indique, l'extrême droite, elle investit dans l'extrémisme, quelquefois d'une façon indirecte. Dieu merci, qui ne sont pas majoritaires. Dans la plupart des cas, ils ne dépassent pas les 20% des votants en Europe. Donc heureusement, il y a les 80% autres sur lesquels on peut miser notre espoir de bon vivre ensemble. Ça a toujours existé de l'extrême.
dans tous les pays, l'extrême droite, qu'il soit politique ou autre, religieux, ça existe, mais ça reste minime. Mais il faut œuvrer toujours vers le bon vivre ensemble. Je crois que c'est la meilleure des façons de contrer cet extrémisme. Aller à l'opposé avec un autre extrême, c'est pas une solution. Au contraire, ça va attiser le feu de la haine aussi entre les populations. Ça n'a jamais été une solution d'aller, par exemple, chevaucher une idée extrême pour contrer l'extrême. On ne combat pas le mal par le mal. Bon, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un certain paradoxe lorsqu'on trouve dans une institution qui est démocratique, qui représente le peuple européen, au sein de cette institution, on trouve des partis qui sont politiques extrêmes, de l'extrême droite, et en même temps, on criminalise une pensée radicale qui est bien sûr différente de la pensée politique radicale. Ça veut dire, je parle ici de la pensée religieuse radicale. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Oui, mais vous savez, c'est l'autre revers de la démocratie, c'est ça. Ça veut dire, tout ce qui sort des urnes n'est pas toujours le plus fiable. La démocratie, c'est ça. Quelquefois, quand on se fie à la démocratie, on doit s'attendre à ce qu'une majorité, quelquefois, va sortir des urnes et qui n'est pas toujours la bonne. Quand on voit la montée de l'extrême droite, quelquefois en France, par exemple, est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur parti qui est bon pour la France? Mais non, mais il faut l'accepter. Mais quelquefois, quand un parti politique se trouve en Europe parce qu'il a été voté, ça, on ne peut pas dire non. Il y a une certaine démocratie en Europe. On essaie de respecter la parole de la majorité. On essaie de respecter la parole qui sort des urnes. Est-ce que c'est une solution? Non. Mais je trouve que c'est une facette de la vie démocratique. Il faut vivre avec. Il faut l'accepter. Et ce n'est pas une raison, comme j'ai dit, d'aller favoriser donc un extrémisme religieux pour contrer ça. Il faut lancer un débat démocratique dans la population, pour ceux qui votent, qui ne voteront pas demain pour ces partis-là, parce qu'ils font une analyse, s'ils vont décortiquer leur message, c'est un message haineux. Et si on souhaite vivre ensemble, il faut laisser la haine de côté. Donc c'est un message qui se nourrit de la peur pour baver de la haine. Oui, exactement ça. Il se nourrit de la peur pour attiser la haine. Et ça, c'est un discours qui ne mène nulle part. Sinon à la destruction d'une société, à la haine mutuelle. Et c'est à nous de le contrer par notre discours de vivre ensemble, à notre discours de paix. Et pour dire, nous nous inscrivons pas dans ces discours de haine. Et ça, ce que vous prétendez qu'est notre religion, c'est pas notre religion. Notre religion est une religion de paix. Et c'est de démonter le discours de ces extrêmes, de ces extrémismes, par des contre-exemples. Les contre-exemples tirés de la Sunna et de notre Coran pour montrer que nous vivons, nous, notre religion, notre islam est une religion de tous les temps et de tous les peuples. Et on n'impose rien. Et on peut vivre en paix avec toutes les communautés. Donc si on part de cette théorie que le fait d'accepter ou avoir des partis politiques dont l'agenda est extrémiste, donc là, on va se trouver dans un dilemme, c'est est-ce qu'on ne peut pas accepter aussi d'autres discours extrémistes, qui est le discours religieux. On entend bien sûr ce qui va entrer dans le cadre démocratique, puisque vous avez accepté des partis politiques dont l'agenda est à 100% extrémiste, donc aussi ces gens qui, soi-disant, exercent une certaine pensée libre et extrémiste, ont aussi le droit d'exister dans ce domaine, puisque c'est la question de la démocratie. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un vrai paradoxe? C'est un paradoxe, mais comme je l'ai dit, c'est le revers de la démocratie. C'est une population, par exemple, qui vote pour un parti extrême. Ils ont voté. Il n'y a pas de chipotage électoral. Ils sont sortis des urnes. Si, par exemple, dans notre pays musulman, qui veut être radicalisé, mais c'est la majorité musulmane, et ils ont été élus, qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est un combat
C'est un sort que tu dois subir, mais en combattant en tant que démocrate pour que cette injustice ne soit pas imposée durablement. C'est ça ce qu'il te reste à faire. Sinon, tu vas déclencher une guerre. C'est vrai, ça sort. Mais il y a des personnes... Ici, on est dans un pays laïque, Dieu merci. Par exemple, c'est quoi cette laïcité aussi? La laïcité, c'est cette neutralité que nous voulons. Ça veut dire il y a des extrêmes religieux, il y a des extrêmes politiques, mais on ne veut pas qu'ils l'imposent. Que l'État soit laïque, ça veut dire qu'on est vivant dans un espace de laïcité, de respect, de neutralité. On ne veut pas imposer un système extrême, qu'il soit imposé à toute la population qui ne se voit pas dans cet extrême. On essaie. D'accord. Et vu les derniers événements terroristes qui ont bien sûr secoué Paris le 13 novembre 2015 et après c'est Bruxelles le 22 mars 2016, on voit que le profil des gens qui ont perpétré ces actes terroristes sont bien sûr sont des délinquants, et la majorité d'eux, ou bien sûr tous, sont issus d'origine maghrébine, plus ou moins. Est-ce que vous pouvez tenter d'expliquer ce passage de l'étape de la délinquance à l'étape de la radicalisation? Comment peut-on imaginer ce passage qui est bien sûr très rapide, du jour au lendemain, d'un délinquant, on devient un saint? Mais ce n'est pas un saint, mais ce sont des marginalisés, des personnes affaiblies, et ce sont des proies faciles à ceux qui essaient d'endoctriner des jeunes à des fins politico-religieuses. C'est leur cible, soit dans les prisons, soit dans des personnes marginalisées qui vivent à l'écart de la société. Ils vont leur miroiter comme quoi qu'ils sont là pour défendre leur cause. Toi, tu es notre frère, viens avec nous, mon frère, tu vas faire ça, fils Abilillah. Alors ils vont miroiter un monde au-delà. Ils vont chercher sur ces délinquants pour leur dire, oui, vous avez fauté avec Dieu, mais si vous voulez que Dieu vous pardonne, vous allez commettre un acte, fils Abilillah. Et là, c'est votre solution, vous serez récompensé par le paradis. Vous partirez au paradis. Voilà, vous allez, donc eux, ils vont leur payer leur billet au paradis éternel. C'est un discours, bien sûr, qui est faussé, parce que si on part du principe religieux, aucune religion qui se respecte ne peut prôner la haine, ne peut pas prôner la haine. C'est vrai qu'ils vont chercher ces victimes. Ces jeunes-là sont des désœuvrés, bien sûr, pas tous. Malheureusement, quelquefois, il y a des personnes intellectuelles qui tombent dans ce piège, des personnes qui n'avaient pas ce problème économique, des personnes qui avaient un poste. Les explosions de Casablanca, il y avait un jeune, je me souviens, qui était ingénieur, qui était marié, qui était père de 2 enfants. Ça veut dire qu'ils ont un maillon faible. Quelquefois. Voilà. Il y a une certaine faiblesse quelque part. Il y a une faiblesse quelque part, comme il y a des intellectuels qui plongent dans l'extrême droite politique. Tu dis un tel avocat, un tel médecin, comment un intellectuel comme lui peut épouser un discours extrême? Il y en a. Mais là, lorsqu'il s'agit d'une religion, le problème, c'est que moi, personnellement, je me pose la question, c'est comment peut-on résumer toute une religion, avec tous ses fondements et tout, en un seul mot qui est le paradis? Mais c'est la méconnaissance. C'est la méconnaissance. Ce que je dis, moi, à mes élèves, à mes mineurs d'âge qui sont placés en EPPJ, j'ai dit le premier message que le prophète Mohammed, prière et salut soit sur lui, qu'il a reçu, c'est « Iqra, lis ». Lisez, instruisez-vous. Instruisez-vous. Lisez, ce n'est pas à l'homme de déterminer qu'un tel va au paradis, un autre va à l'enfer. Si on croit en Dieu, eh bien, c'est une compétence qui dépend d'un autre créateur. Ce n'est pas à nous les humains de dire celui-là c'est un kafir, un mécréant ou autre, parce que la foi n'est pas palpable. Moi, je peux évaluer quelqu'un qui est gentil selon des caractères de société. Je peux évaluer et sa connaissance en telle ou telle matière selon des éléments palpables. La foi, on ne peut pas décréter que tu es plus pieux que quelqu'un d'autre. La présence dans une mosquée, c'est pas ça.
Là, on connaît l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il a vu quelqu'un qui venait le premier à la mosquée, qui sortait le dernier. Et il a dit en arabe, Man ya'ulu faqila lahu inna akhahu ya'ulu wa qala inna akhahu la a'badu min. Ça veut dire, qui s'occupe de ce monsieur qui le nourrit? On lui dit, c'est son frère qui le nourrit. Eh bien, il a dit, son frère est beaucoup plus pieux que lui. Donc, ça veut dire, la présence dans une mosquée, c'est pas un caractère. Aussi, c'est pas un élément pour dire qu'un tel est beaucoup plus pieux que quelqu'un d'autre. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine, comme tu le dis. D'accord. Et là, dans ce cadre, je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder l'émission d'hier sur RTL. Oui, je l'ai vu. Voilà, Les Soldats d'Allah, oui, le journaliste qui a réussi à infiltrer une cellule terroriste en France. Est-ce que vous avez remarqué, parce que ce qui m'a choqué, franchement, c'est le mot paradis qui est à chaque fois utilisé pour justifier les actes. Mais ce sont des jeunes. Ce qui me frappe chez ces jeunes, c'est que ils n'ont pas un vrai bagage. Donc, comme je vous ai dit, du jour au lendemain, ils se sont trouvés de tout ce qui est profané dans ce qui est divin, soi-disant, et ils sont devenus des soldats d'Allah. Déjà des soldats d'Allah qui sont prêts à tout faire, à tuer et à se faire tuer juste pour partir au paradis. Ça veut dire, moi, ce que j'arrive pas à accepter, ce que j'arrive pas à comprendre d'ailleurs, c'est comment peut-on passer de la phase de la délinquance à la phase de la radicalisation ou du radicalisme, et qu'on résume toute une religion avec tout ce qu'elle comporte dans le mot paradis. Hop, un acte et directement je vais au paradis. Ça veut dire c'est très facile. Ça veut dire que tous les musulmans vont adopter cette approche puisqu'on veut tous partir au paradis. Donc, mais c'est de la méconnaissance, comme je t'ai dit au début, c'est de la méconnaissance. Ça veut dire comment quelqu'un qui peut s'appuyer sur un acte criminel pour aboutir au paradis. Alors quand il sait que le texte coranique dit que celui qui a tué une personne, c'est comme s'il a tué l'humanité entière. Celui qui a donné vie à une personne, c'est comme s'il a donné vie à une humanité entière. Ça veut dire le texte coranique, il est contre l'abus, il est contre l'agression. Le Coran regorge de ces versets. Donc il est contre, normalement, l'agression contre qui que ce soit. Même en état de guerre, quand le musulman, il peut se défendre. Parce que quelquefois, le mot djihad, il est employé à outrance. Le mot djihad vient du verbe jahada. Le djihad, c'est l'effort qu'on a sur soi. Et même quand il revêt un caractère guerrier, ça veut dire quand le musulman, il est attaqué sur lui, pour le déloger de chez lui. Il peut se défendre. Et même la défense, il doit être réciproque au niveau de l'attaque. Après, il y a un autre verset qui pousse aussi à la patience. Si on se patience, c'est beaucoup mieux, même en état d'agression, même quand on est victime d'agression. Comment alors ces gens-là prétendent qu'en allant agresser l'autre pour aller au paradis? Mais ici, je reviens, si vous permettez, quand vous avez cité Paris et Bruxelles, une idée qui venait à l'esprit, parce que ces gens-là, qui ont envoyé ces jeunes, quand vous dites comment ils passent du statut de délinquant à un statut d'extrémiste religieux, c'est par méconnaissance, et les autres, ils veulent passer un message. Moi, je vois en l'attaque du 22 mars, ici à Bruxelles, par exemple, c'est un message pour l'Europe. Ils ont choisi Bruxelles, c'est pas un choix anodin. Bruxelles, c'est la capitale d'Europe. Bruxelles aussi, c'est le centre de l'OTAN. Vu que les opérations de la coalition capitale aussi des affaires de l'Union européenne, voilà. Au nom de l'OTAN, au nom de l'Union européenne, c'est un symbole. Ils ont touché aussi Zaventem et aussi un métro dans le quartier européen. Tout ça, si vous analysez profondément, c'est pas un choix. Parce qu'il y a s'ils voulaient faire des dégâts, il y a des marchés hebdomadaires qui se font. Mais c'est vraiment aussi, c'est pour détruire la Belgique toucher la Belgique, mais aussi et détruire aussi l'Union européenne, puisque c'est le centre des affaires européennes, puisque vous allez ralentir plusieurs démarches, plusieurs négociations, plusieurs politiques, et toutes les décisions qui sont prises au sein de Bruxelles, qui ont bien sûr qui servent les intérêts de l'Union européenne en général. Donc si on va ralentir les procédures,
Eh ben, bien sûr, c'est catastrophique pour l'Union. Malheureusement, le recruteur, ceux qui endoctrinent ces jeunes, quelquefois, malheureusement, ils se basent sur des textes coraniques, mais qui sont mal interprétés. On le sait très très bien. Allah, il le dit dans le Coran, وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Seul Dieu sait l'interprétation de ce récit. Alors quelquefois, quand les versets coraniques sont sortis de leur contexte, libre à n'importe qui de donner l'interprétation qu'il veut. Vu qu'il n'y a pas un consensus sur l'interprétation de ce texte-là, d'autres essaient de modifier aussi l'explication coranique. Ces gens-là, comme je l'ai dit, par méconnaissance, ils vont suivre un orateur venu de Moyen-Orient, par exemple, leur dire non, le texte veut dire ça, donc le djihad, c'est aller tuer un mécréant. Le Dieu n'a pas besoin de nous, c'est lui qui nous a créés, c'est lui le puissant. Est-ce qu'il est tellement faible qu'il a besoin de nous pour imposer sa voix? Les musulmans, quand ils sont venus en Europe, ils ne sont pas venus avec l'épée, c'est avec la parole. Quand on voit que l'islam est arrivé jusqu'en Indonésie, jusqu'aux contrées les plus lointaines, c'est pas avec l'épée, c'est avec des commerçants, avec la bonne parole, avec un bon comportement, que les musulmans en Chine, en Inde, en Indonésie sont devenus musulmans. C'est pas en les obligeant à devenir musulmans. Donc la bonne parole, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-kalimatu tayyibatu sadaqa, la bonne parole est une aumône, c'est comme une aumône. Donc par la bonne parole, je crois, on peut aboutir à éclairer ces gens-là qui sont en perdition, qui sont proies faciles à ces recruteurs de la haine. D'accord. Donc passons aux choses pratiques. Maintenant, puisque Monsieur Mohamed El Zaïtraoui, vous êtes conseiller musulman auprès des IPPJ de Braine-le-Château et de Wauthier-Braine en Belgique. Exact. J'aimerais avoir une idée sur les moyens de traitement chez les mineurs. Le traitement, bien sûr, de la question de la radicalisation. Une idée aussi sur les méthodes et les approches adoptées au sein des IPPJ, ainsi qu'une idée sur s'il y a un soutien de la part de l'État pour que le projet puisse connaître un progrès positif. D'accord. Ceci nous pousse à parler du profil de la fonction. Nous, les conseillers, on nous appelle entre guillemets les conseillers philosophiques parce qu'il y a les conseillers islamiques, le conseiller catholique et le conseiller laïque dans toutes les institutions. Donc, le législateur a prévu la mise en place de ces postes pour une assistance morale aux mineurs qui sont placés. Les mineurs viennent chez nous placés par les juges de la jeunesse. Quand ils sont mineurs, ils ont de 14 à 18 ans. Pour les assister moralement, on a créé des postes, chacun de s'occuper des élèves de sa conviction. Moi, par exemple, je prends les mineurs qui vont cocher musulmans, s'ils souhaitent, par exemple, suivre le culte musulman. Ainsi pour le catholique ou bien pour le laïque. Pour question de méthode, il n'y a pas de bonne méthode, comme on dit. Même en pédagogie, dans l'enseignement, on le dit aussi, il n'y a pas de bonne méthode, mais il y a de bons maîtres. Quelquefois, ce n'est pas la méthode qui met en valeur un enseignement, mais c'est la fiabilité, la faisabilité aussi de l'enseignant. L'enseignant, quelquefois, s'il sait, par exemple, adapter son enseignement par rapport à la population qui est devant lui, il peut obtenir de bons résultats. Il ne faut pas, quelquefois, appliquer une bonne méthode. Il n'y a pas de recette miracle. Comment nous procédons? Comme je vous l'ai dit, nous avons des mineurs d'âge qui sont placés pour d'autres choses, mais ces derniers temps, nous avons des mineurs qui sont liés de près ou de loin pour cette question de radicalisme. Dieu merci, ils ne sont pas nombreux. Depuis que la question a éclaté, on a eu 8 dans les 5 IPPJ. Bref, la façon comment moi je procède, d'abord une méthode d'écoute. Parce que pour pouvoir décortiquer le mal, il faut diagnostiquer. Et comment on peut diagnostiquer? Ne fût-ce que par l'écoute. D'abord, écouter l'autre. Quel est son discours? Pourquoi
le pourquoi, la méthode, comment elle a été abordée, etc. Et quand on décortique ce message, on va lui montrer les failles de ce message par rapport, en comparant le discours, on essaie de démanteler, de décomposer ce message et essayer de sortir d'autres éléments coraniques, de hadith, qui vont à l'encontre de ce qu'il a reçu. C'est un travail de longue haleine. C'est pas une recette miracle à faire une fois, deux fois. C'est un travail de suivi, c'est un travail d'écoute. Dieu merci, jusqu'à maintenant, tous les éléments qui étaient touchés de près ou de loin, on a essayé d'arriver à terme et de sauver ces jeunes-là. Ils sont sortis quelquefois en majorité des EPPJ, ils sont suivis par d'autres unités qui s'appellent API, donc accompagnement post-institutionnel. Nous travaillons en parfaite collaboration avec d'autres services, ça veut dire des psychologues, des assistants sociaux, des éducateurs. On est dans un projet collectif de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et là, qui nous ramène à la deuxième partie de votre question, l'implication aussi de l'État, comme je vous ai dit au départ. Nous dépendons de la direction de l'aide à la jeunesse, de l'aide à la jeunesse qui est un service étatique de l'État, parce qu'il dépend d'un service régional qui est la Wallonie-Bruxelles. C'est normal qu'on travaille en parfaite collaboration. Et on va s'atteler aussi. Notre ministère, par exemple, elle a lancé une formation dont ils ont bénéficié différents intervenants, éducateurs, assistants sociaux, psychologues, médecins, nous les conseillers, et on partage nos connaissances. En collaborant ensemble, on arrive à s'écouter nous-mêmes et on apprend à écouter les autres. Est-ce qu'il y a des projets en cours pour à quel niveau? Niveau régional ou niveau ça veut dire en Belgique, oui, pour la déradicalisation des jeunes? Oui, ça dépend de la spécificité de l'endroit où on va travailler. Il y a donc, moi je parle dans le cadre de mon travail dans des EPPJ, oui, il y a un programme suivi par notre ministère, suivi de près, on est consulté comme intervenant et comme homme de terrain. On est là, on partage nos connaissances, notre suivi pour des cas qui s'avèrent très intéressants. Oui, il y a un projet ministériel. D'accord. Et en parlant d'un projet national ou un projet régional, que pouvez-vous nous dire, Monsieur Zaïtraoui, sur les perspectives d'un projet européen commun visant ou qui vise à la mise en œuvre et la mise en place d'une certaine politique qui gère la question de la radicalisation des jeunes, et surtout qu'on voit que ces derniers temps, les États membres sont beaucoup plus en désaccord bien sûr que d'accord sur plusieurs questions, parmi lesquelles la question de l'immigration, des réfugiés et bien sûr la question de la radicalisation des jeunes. Et cela qui a mené bien sûr à créer, suite bien sûr aux événements de Paris et de Bruxelles, maintenant il y a la question de la restauration des frontières, de contrôle frontalier entre les pays membres de l'Union européenne. Cette question qui devient de plus en plus très pertinente et très indispensable ici au sein de l'Union européenne. Donc comment voyez-vous on a résumé la crise européenne dans la question du Schengen? Écoute, cette question de l'Europe, je crois que l'Europe, cette question a suscité un intérêt de la part des représentants des pays européens. J'ai lu quelque part un rapport qui date de fin 2015 sur cette question, sur la collaboration des pays européens sur cette question-là, et je trouve qu'ils sont penchés sérieusement, qu'il y a une collaboration au niveau de l'Europe pour contrer ce phénomène qui s'est imposé aussi en Europe. Et je crois que c'est pour une phase entre 2010 à 2018, un projet qui a été mis en place en 2010 et qui a une portée jusqu'à 2018. On est en plein au milieu dedans, et qu'ils ont ciblé le domaine de l'enseignement et de la réinsertion sociale. Et je trouve que c'est un but bien réfléchi. Ça veut dire de l'enseignement
vont bien cadrer ces jeunes dans le cadre de l'enseignement et évoquer aussi cette problématique de vivre ensemble dans le cadre de l'enseignement et aussi la réinsertion au niveau social. Ça veut dire s'attarder un peu sur cette problématique dont ils souffraient, ces jeunes-là. Et aussi pour une formation, et aussi dans le cadre de l'emploi. Parce que, après constat, c'est un constat aussi, quand ces jeunes se sentent marginalisés à tous ces niveaux-là, moi, quand j'ai lu ça, je me suis réjoui, au moins, ils ont ciblé la problématique à la source. Je me suis dit, tiens, et s'ils s'attaquent à ces problèmes-là, je trouve que l'Europe, elle est sur les bons rails. Elle est donc la bonne direction. Je trouve que ça a suscité leur intérêt et qu'ils sont sur la bonne voie. Je crois qu'ils vont aboutir. D'accord. Et un dernier point. Donc, on va sortir du contexte européen et on va partir un peu chez nous, au Maroc. Oui. Et j'aimerais bien connaître votre avis par rapport à ce qu'on appelle l'exceptionnalisme marocain. Sur les questions, sur deux questions notamment, c'est la formation des imams et la deuxième question ou le deuxième point, la sécurité nationale. Et là, je fais référence notamment à Monsieur Abdelhak Al-Khayyam, directeur du Bureau central d'investigation judiciaire au Maroc, qui a dans un interview avec je pense RTL. Qui a parlé de la coopération maroco-européenne dans la question de la sécurité et qui a parlé aussi de la stratégie marocaine qui est très effective. Donc, que pouvez-vous nous dire sur cela, M. Zaïd? C'est vrai. Je suis issu du Maroc, je suis marocain jusqu'à la moelle, je suis belge, donc je suis fier de mes identités multiples. C'est vrai, il y a cette particularité marocaine à tous les niveaux. D'abord géographique, quand on voit la position du Maroc au nord d'Afrique, c'est le portail de l'Europe. C'est une région qui a connu pas mal de civilisations. On a connu les Romains, les Byzantins, on a connu les Arabes musulmans qui ont transité pour aller en Andalousie. Il y a cette particularité. L'islam aussi, au niveau de l'islam, au niveau du Maroc, le Maroc est un pays millénaire. Il est connu. Ce n'est pas un pays qui vient de naître. Elle est connue et dans l'histoire, il y a toujours une collaboration entre le Maroc et l'Europe. C'est un islam vécu avec une certaine ouverture. Ce n'est pas comme d'autres pays où il n'y a pas cet extrémisme. C'est un islam que l'Europe a connu. D'ailleurs, cet islam qui a vécu 8 siècles en Europe, en Espagne. L'islam, les musulmans, quand ils étaient en Espagne, ils n'ont jamais décrété la destruction d'un monument religieux. Ils n'ont jamais interdit aux autres religions de ne pas honorer leur culte. Au contraire, ils ont vécu ensemble. Et l'exemple le plus frappant, même après la chute de Grenade, quand Isabella, la catholique, a obligé les autres qui veulent rester à devenir catholiques, sinon à prendre leurs valises, mais les juifs qui étaient sur place, ils ont préféré partir avec les musulmans parce que les musulmans, ils ont toujours garanti le culte pour les juifs aussi. Alors ils ont préféré les suivre donc au Maroc. Je trouve cette exception marocaine que vous avez évoquée, même maintenant, le Maroc, il a ce qu'il a. On ne peut pas dire que c'est le meilleur pays au monde. Bien sûr. Mais on dit en arabe, ça veut dire pour comparer, il faut mettre au même niveau d'égalité avec d'autres personnes si on va faire une bonne comparaison. Et là, je me rappelle, une parole de général de Gaulle qui a dit quand je m'examine, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure. Ça veut dire, quelquefois, quand il y a ces problèmes qui éclatent, on fait la comparaison, on dit Dieu merci, on est à l'abri, on veut une certaine stabilité, une stabilité politique, religieuse au Maroc. Au Maroc, quand on voit la liberté d'expression maintenant des jeunes qui vont, par exemple, plein Ramadan, se manifester devant le Parlement, la liberté de ne pas faire le Ramadan. Je trouve que c'est une ouverture d'esprit
Le Maroc n'a pas tué ces personnes-là. S'ils ont fait ça dans un autre pays au Moyen-Orient, ils seraient exécutés. Donc il y a cette exception par cette ouverture d'esprit et le respect de l'autre dans ses convictions. Je trouve que c'est un modèle à suivre. Je trouve que le modèle marocain, c'est le plus adéquat pour nous, Européens d'origine marocaine. On est devenus Européens par la force des choses. Donc c'est pour cela que moi, c'est pas simplement parce que je suis marocain, parce que je sens que le modèle marocain est le plus fiable ici en Europe. Quand on parle ici de l'islam de Belgique, c'est une notion que moi je ne m'y trouve pas. On ne peut pas parler d'un islam portugais ou un islam italien ou un islam belge, parce que les musulmans qui vivent ici, ils sont en attache avec des dogmes, avec des écoles de pensée musulmanes qui existent dans différents pays musulmans. Nous, au Maroc, on est des malikites. Elle est connue, donc, cette école de pensée, par son ouverture d'esprit, et que l'Europe a côtoyé depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans, donc, on peut dire bien que l'exception marocaine est beaucoup plus valable pour l'Europe. D'accord. Donc, est-ce que vous pensez que continuer à rendre les relations, je parle de l'Union européenne, est-ce qu'il est pour son intérêt de rendre les relations avec le Maroc plus étroites, puisque le Maroc a une expérience un peu exceptionnelle dans la question de la sécurité, sachant que la sécurité maintenant c'est la devise la plus chère dans le système international. C'est vrai. Question de la sécurité, le Maroc il a rendu service aussi à l'Europe. Vu son point stratégique aussi, c'est un lien entre les pays du Sahel et l'Europe, les pays de l'Est et l'Europe. Ils le disent, les dirigeants européens, français, belges, comme d'autres pays, que le Maroc a été d'une grande aide aussi pour les Européens. Et les Européens, ils misent sur la compétence marocaine en cette matière. Beaucoup de conflits, beaucoup de cellules dormantes, soit dans le pays, soit ici au Maroc, ont été décelées, ont été évoquées par les Marocains. Ils ont aidé les Européens, quelquefois, à éviter d'autres drames ici sur le sol européen. C'est grâce aussi à l'aide des Marocains qui ont marqué et qui ont essayé de démontrer leurs compétences en la matière. Donc, Monsieur Zaïtraoui, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'échanger avec nous ces idées qui sont très riches et très importantes. Donc, merci beaucoup pour votre participation à cette émission. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Anas, et je remercie la radio Al-Mouaté de m'avoir invité et bonne continuation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ainsi nous arrivons à la fin de cet épisode de notre émission. Je vous invite à visiter notre site web www.almouatine.com. Vos suggestions, vos critiques ainsi que vos remarques sont tous les bienvenus et je vous donne rendez-vous d'ici 2 semaines. Merci beaucoup.